des chiens. Et je suis sûre qu'ils ne savent même pas pourquoi ils s'écrivent comme ça à chaque coin de rue. Ils ne savent même pas quand commence la bagarre. Mais pourquoi? Même les vieux, nos anciens citoyens de Vérone avec leurs vieilles mains qui tremblent, ressortent leur épée. Quel bel exemple ils donnent, ces vieux fous. Un exemple que les jeunes fous sont trop heureux de suivre. Et je suis sûre qu'ils ne savent même pas pourquoi ils s'écrivent comme ça à chaque coin de rue. Ah si, à Vérone, tout le monde sait pourquoi on se bat. On sait qui est responsable de la rage mauvaise. Si tu es un Capulet, ton sang bout de rage contre tous les Montaigus. Oui, mais si tu es un Montaigu, ton sang bout de haine contre tous les Capulets. Et pourquoi? On ne sait pas bien, c'est une vieille histoire. Enfin, il est bien triste qu'aujourd'hui encore nos enfants éprouvent cette haine et la font éclater dans nos rues et sur nos places. Pourtant, j'ai su qu'aujourd'hui, Roméo ne participe pas à la bataille. En revanche, chez les Capulets, Tybalt est un vrai battant-guerre. Tybalt, un fou furieux, toujours prêt à sortir son épée. Pour rien, hier, il a frappé un homme parce que le malheureux toussait dans la rue. Une fois un autre, parce qu'il avait réveillé son chien. Oh non. Et pire, il a frappé son voisin parce qu'il portait des souliers neufs avec de vieux lacets. Oh, c'est pas possible. Oh, ben ça se passe mal. Oh non. Oui, mais du côté Montaigu, Benvolio n'est pas mal non plus. Il est tombé sur son tailleur à bras raccourcis parce qu'il portait un habit neuf. Ah non, 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 on va pas commencer à provoquer une bagarre pour défendre les uns et les autres. Si les femmes s'y mettent, c'est la fin de Vérone. C'est pas le moment de s'écharper. Ce soir, les Capulets organisent une grande fête. Oui, une réception, comme les Capulets savent les organiser. Très brillant, avec une assemblée très distinguée. Dans laquelle on ne coûtera aucun Montaigu, bien sûr. Évidemment. On va bientôt entendre les musiques. Oh, mais c'est Dame Capulet qui sort. C'est la nourrice de sa fille qui l'accompagne. Oui, c'était elle. La gentille Juliette ne devrait pas tarder. Ah, allons, ne jouons pas les commères, restons vite et discrètes. Allons, nourrice, mais enfin, mais où est ma fille? Demande-lui de venir. Mais aussi vrai que pendant 12 ans, je fus pucelle, je lui ai demandé de venir. Oh, mon agneau! Oh, ma coccinelle! Mon Dieu, mais pourvu que... Mais où est la petite? Juliette! Je suis là, qui m'appelle? Votre mère. Madame, me voici, que voulez-vous? Voilà. Nourrice, laisse-toi un instant, nous avons à parler en secret. Et puis non, nourrice, reviens. Après tout, mieux vaut que tu entendes. Comme tu sais, ma fille est à l'âge charmant. C'est sûr que je peux dire son âge à l'heure près. 14 ans, très bientôt. Je parierai 14 de mes dents, et pourtant je n'en ai plus que 4, qu'elle n'a pas encore ses 14 ans. Elle les aura la veille de la Saint-Péronien. Oh, je m'en souviens fort bien. Ça fait 11 ans maintenant que la terre a tremblé, et c'est ce jour-là, entre tous, qu'elle a été sevrée. J'avais frotté d'absinthe le bout de mon téton. Non, mais j'en ai un de la mémoire. Aussitôt qu'elle a mis la lèvre à mon téton et sentit qu'il était amer, pauvre mignonne, la voilà qui se fâche avec lui. Eh bien, ça fait 11 ans. Elle trouverait que elle tenait déjà toute seule debout. Mais que dis-je, ça courait, trottinait partout. Même que la veille, elle était tombée sur son front. Mon homme alors, Dieu et son âme, la relève et lui dit, c'était un guéluron. Eh ben, dis donc, on fait la galipette, on tombe sur son front. Tu tomberas sur le dos quand tu seras plus maligne, hein, ma Julie. Et voilà, dis pas que se retenant de pleurer, elle répond oui, la coquine. Assez, nourrice, assez, mais tais-toi donc, je t'en prie. Bien, madame, mais j'aurais encore à l'idée que s'arrêtant de pleurer, elle répondait oui. Arrête-toi, nourrice, je t'en prie. C'est bon, je me tais. Oh Dieu te bénisse, je n'aurais jamais nourri de plus joli bébé. Si je pouvais te voir mariée, mes vœux seraient comblés. Mais par la Vierge Marie, mais c'est bien de la mariée que je voulais parler. Dites-moi, Juliette, dans quelle disposition êtes-vous à l'égard du mariage?
C'est un honneur auquel je ne rêve pas. Eh bien, pensez à présent au mariage. De plus jeunes que vous, ici à Vérone, dames de grande estime, sont déjà mères. Si mon calcul est juste, je fus votre mère à l'âge où vous êtes encore vierge. Donc, en bref, le vaillant Paris vous recherche pour femme. Oh, un homme, ma jeune dame, mais un homme que le monde entier, enfin, un homme parfait, comme une figure de marbre. À Vérone, l'été n'a pas de fleurs comparables. Ah oui, une fleur, ma foi, une vraie fleur. Qu'en pensez-vous, Juliette? Pouvez-vous aimer ce gentilhomme? Ainsi partagerez-vous tout ce qu'il possède en l'ayant pour mari. Et n'en serez en rien diminué. Diminuer, non. Augmenter. Les femmes grossissent par les hommes. Parlons bref. Pouvez-vous agréer l'amour de Paris? Je verrai à l'aimer, si le voir incite à l'aimer. Madame, les invités sont arrivés. On vous appelle. On demande ma jeune maîtresse. Nous te suivons, Juliette. Le comte attend. Va, ma fille, chercher d'heureuses nuits pour des jours heureux. Bienvenue à toutes. Ah, les dames dont les orteils ne sont pas affligés de corps feront un petit tour de danse. Ah, mes belles, laquelle d'entre vous va refuser de danser? Celle qui fait la délicate? Je jurais à décor. Allons, que la fête commence. Allons, musiciens, jouez. Quelle est cette dame qui enrichit la main de ce cavalier là-bas? Elle apprend au flambeau à resplendir. On la dirait suspendue à la joue de la nuit. Oh, beauté trop riche pour la jouissance, trop précieuse pour cette terre, comme une neigeuse colombe dans un bol de corbeau. Oh oui, telle paraît cette dame parmi ses compagnes. Cette mesure finie, j'observerai où elle se tient. Et rien qu'à toucher la sienne, ma grossière main sera bénie. Ai-je aimé avant cet instant? Oh, jurez que non, mes yeux, car jamais je ne vis la vraie beauté avant ce soir. Comment? Mais c'est la voix d'un Montaigu que je reconnais. Cet esclave ose venir ici sous un masque grotesque. Par l'honneur et la souche de ma race, de frapper à mort à mes yeux n'est pas un péché. Pas féminer de la sorte, mon neveu. C'est un Montaigu, notre pire ennemi. Un scélérat qui vient ici par défi pour narguer notre cérémonie ce soir. C'est le jeune Roméo. C'est lui. C'est l'infâme Roméo. Oh, mais calme-toi, gentil neveu. Laisse-le tranquille. Il se comporte en digne gentilhomme. Et à vrai dire, à Vérone, tout le monde parle fièrement de lui, comme d'un jeune homme vertueux et bien élevé. Je ne voudrais pas, pour tout l'ordre de cette ville, qu'ici, dans ma maison, on lui soit discourtois. Alors sois patient. Ne fais pas attention à lui. Telle est ma volonté. Et si tu la respectes, c'est une figure aimable. Rejette cet air menaçant. C'est un visage qui sied mal, un jour de fête, voyons. C'est un visage qui sied fort bien lorsqu'un scélérat est parmi les invités. Je ne le tolérerai pas. Ah, vous le tolérez quoi, petit monsieur? Je vous dis qu'il en sera ainsi. Si je vais être ici, où êtes-vous? Ah, vous voulez fomenter une rébellion parmi les invités? Mais oncle, c'est une honte. Mais taisez-vous, jeune insolent. Ah, c'est ça. Vous voulez me contrarier? Parbleu, c'est le bon moment. Je vous ferai tenir tranquille, moi. Alors je vais me retirer. Mais cette intrusion qui pour l'heure paraît douce se changera en fiel amer. Eh bien, retirez-vous. Si je dois profaner de mon indigne main ce saint reliquaire,
voici plus doux péché. Mes lèvres adouciront ce rude attouchement par un tendre baiser. Bon pèlerin, vous faites trop de tort à votre nain, qui ne fait que montrer dévote honnêteté. Car les seins ont des mains que touchent les pèlerins, et paume contre paume est leur pieux baiser. Saints et pèlerins ont des lèvres aussi. Oui, dont ils se servent pour prier. Chère sainte, lèvres et mains passent ainsi. Elles prient que leur foi ne soit pas désespérée. Les seins ne bougent pas en disant les prières. Oh, mais ne bouge pas, je prends l'objet de mes prières. De mes lèvres, tes lèvres ont lavé le péché. Alors, mes lèvres ont le péché qu'elles vous ont pris. Un péché sur mes lèvres? Oh, faut doucement reprocher. Rendez-moi mon péché. Oh, il y a de l'art dans vos baisers. Madame, votre mère désire vous dire un mot. Qui est sa mère? Par Notre-Dame, jeune homme, sa mère est la maîtresse de cette maison. C'est une Capulet? Oh, terrible créance! Ma vie devient la dette de mon ennemi! Viens ici, Maurice. Quel est ce gentilhomme là-bas? Je ne sais pas. Va demander son nom. S'il est marié, ma tombe sera sûrement mon lit de noces. Son nom est Roméo, et c'est un Montaigu, le fils unique de votre grand ennemi. Mon seul amour, né de ma seule haine. Inconnu vu trop tôt et reconnu trop tard. Que dites-vous? Un poème que j'ai appris un instant de quelqu'un avec qui j'ai dansé. Juliette! Oui, on y va, on y va. Allons, rentrons. Les invités sont tous partis. Benvolio et Mercutio cherchaient Roméo partout. Ils l'ont aperçu à la soirée des Capulets et depuis, il reste introuvable. Benvolio l'a vu courir et escalader le mur du jardin. Du jardin des Capulets? Je crois bien, oui. Oh, Mercutio se moquait de lui. Si l'amour est aveugle, l'amour manque sa cible. Et à présent, il va s'asseoir sous un efflier et espérer que sa maîtresse soit cette sorte de fruit. Oh, Roméo, connaît-elle une nèfle bien ouverte et toi la queue d'une poire? Oh, mais quelle horreur! Comment osez-vous dire de telles insanités? Oh, mais c'est pas moi qui parle, ce sont les jeunes gens. Oui, bien sûr, et toi, cesse de jouer les prudes effarouchées. Tu ne sors pas de couvent. Nous, hélas, si Mercutio devait nous comparer à une nèfle, elle serait trop mûre. Belette. Une nèfle n'excitant aucun appétit, qui ne donne pas envie d'être consommée. Quoique bien mûre. Suffit. La pente est scabreuse. Oh, laissons-la faire d'heure à la jeunesse. Et tout ça ne nous dit pas où est Roméo? Oh, mais il est inutile de chercher celui qui ne veut pas être trouvé. Il rit des plaies, celui qui n'a jamais été blessé. Et doucement, quelle lumière perce à travers cette fenêtre là-bas. C'est l'Orient et Juliette est le soleil. Oh, lève-toi, beau soleil, et tue l'envieuse lune, qui est déjà malade et pâle de chagrin que toi. Sa servante, tu sois plus belle qu'elle. Oh, voici, madame, oh, voici mon amour. Si seulement elle le savait. Oh, elle parle. Ah, mais pourtant, elle ne dit rien. Qu'importe. Son œil est éloquent.
Parle encore au mélange. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure d'être mon amour, et je ne serai plus une Capulet. Dois-je écouter encore ou dois-je lui parler? C'est seulement ton nom qui est mon ennemi. Tu es toi-même quand tu ne serais plus à Montaigu. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce qu'on appelle une rose, sous un tout autre nom, sentirait aussi bon. Roméo, enlève ton nom, et en échange de ton nom, prends-moi toute. Je te prends au mot. Appelle-moi seulement amour, et je serai rebaptisée. Désormais, plus jamais, je ne serai Roméo. Quel homme es-tu, toi, qui dans l'écran de la nuit trébuchait ainsi sur mon secret? D'un nom, je ne sais pas comment te dire qui je suis. Mon nom, chère sainte, est pour moi-même haïssable, puisqu'il est un ennemi pour toi. Mes oreilles n'ont pas encore pu 100 mots prononcés par ta langue. Pourtant, j'en reconnais le son. N'es-tu pas un Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, ma belle, si l'un et l'autre te déplaisent. Comment es-tu venu ici? Dis-moi, et pourquoi? Les murs de ce verger sont hauts et difficiles à escalader. Et ce lieu, c'est la mort! Si l'un de mes proches se trouve ici. Sur les ailes de l'amour, j'ai survolé ces murs, car les bornes de pierre ne sauraient retenir l'amour. Et ce que peut l'amour, l'amour ose le tenter. Ainsi tes proches ne peuvent pas m'arrêter. S'ils te voient ici, ils vont t'assassiner. Hélas, il y a plus de péril dans tes yeux que dans 20 de leurs épées. Un doux regard de toi, et je suis cuirassée contre leur hostilité. Mais je ne voudrais pas, pour le monde entier, qu'ils te voient Et ici. j'ai le manteau de la nuit pour me cacher à leurs yeux. Et si tu ne m'aimes pas, qui me trouve ici? Qui t'a guidé pour trouver cet endroit? L'amour. Il m'a prêté son conseil, et je lui ai prêté mes yeux. Oh Juliette, je ne suis pas pilote pourtant. Serais-tu aussi loin que ce rivage désert, lavé par la mer la plus lointaine? Je tenterai l'aventure pour semblable trésor. Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage. Sinon, une rougeur virginale colorerait ma joue. Volontiers, je voudrais observer les convenances. Volontiers nier ce que j'ai dit. Mais adieu, bonne manière. M'aimes-tu? Je sais que tu vas dire oui. Et je te prendrai au mot. Mais si tu jures, tu peux te montrer faux. Roméo, dis-le d'un cœur fidèle. Ou si tu penses que je suis trop vite conquise, je froncerai le sourcil et je serai contrariante et je te dirai non pour que tu me courtises. Madame, je jure par la Oh, lune. ne jure pas par la lune, l'inconstante lune qui change tous les mois. Par quoi faut-il jurer? Ne jure pas du tout. Ou si tu veux jurer, jure par ta gracieuse personne et je te croirai. Peux-tu me laisser insatisfait? Quelle satisfaction peux-tu avoir cette nuit? L'échange de nos fidèles serments d'amour. Je t'ai donné le mien avant que tu l'aies demandé. Et pourtant, j'aimerais pouvoir te le redonner. Voudrais-tu le reprendre? Juliette! À quelle fin, mon amour? J'entends du bruit à l'intérieur. Cher amour, adieu. Je viens, bonne nourrice. D'où Montaigu? Sois fidèle, reste encore un peu. Je vais revenir. Oh, nuit bénie, bénie! J'ai peur que tout ceci ne soit qu'un rêve. 3 mots, cher Roméo, et bonne nuit pour de bon. Si l'élan de ton amour est honorable, ton dessein, le mariage, fais-moi savoir demain par quelqu'un que je trouverai le moyen de t'envoyer, où et à quelle heure tu veux célébrer le rite. Et je te suivrai, toi, mon Seigneur, à travers le monde. Madame, Je viens, voilà! Mais si ton intention n'est pas droite, je te supplie, madame, tout de suite, je viens, de cesser tes efforts et de m'abandonner à mon chagrin. Demain, je t'enverrai quelqu'un. Que mon âme vive de cet espoir. 1000 fois bonne nuit. Nuit 1000 fois plus sombre quand elle perd ta lumière. Roméo!
Laisse-moi rester ici jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Je l'oublierai pour que tu restes encore là. C'est presque le matin. Je te voudrais partie. Bonne nuit, ce qui t'est ainsi doux chagrin que je dirai bonne nuit jusqu'à demain. Que le sommeil habite tes yeux, la paix ton cœur. Oh, je voudrais être sommeil et paix pour avoir un repos aussi doux. Je vais me rendre à la secrète cellule de mon saint confesseur, implorer son secours et lui dire mon bonheur. Avant que le soleil ne montre son œil de feu pour saluer le jour et sécher l'humide rosée de la nuit, je dois remplir ce panier d'osier d'herbes vénéneuses et de fleurs au sucre précieux. Bonjour mon père. Quelle langue si douce me salue. Ô jeune homme, cela prouve un esprit troublé que d'avoir si tôt dit bonjour à ton lit. Aussi, ta venue matinale m'assure que tu es réveillé par quelque inquiétude. Ou alors notre Roméo ne s'est pas couché cette nuit. C'est vrai, mais mon repos n'en fut que plus doux. Dieu pardonne le péché. Et étais-tu avec Rosalie? Avec Rosaline, mon révérend père? Ah non, j'ai oublié ce nom et la douleur de ce nom. Voilà qui est bien, mon fils, mais où étais-tu alors? Oh, je vous le dirai avant que vous me le redemandiez. J'ai festoyé chez mon ennemi, où soudain, quelqu'un m'a blessé, qui fut par moi blessé. Pour tout de le remède réside dans votre assistance et votre sainte médecine. Sois clair, mon fils, et sans détour dans ton propos. Confession équivoque n'obtient qu'une absolution équivoque. Alors sachez clairement que le précieux amour de mon cœur s'est fixé sur la si belle fille du riche Capulet. Oh, comme le mien sur le sien s'est fixé sur le mien. Et tout est harmonieusement uni, hormis ce que vous devez unir par le saint mariage. Quand et où et comment nous nous sommes rencontrés, courtisés et avons échangé nos serments. Je vous le dirai chemin faisant. Mais en attendant, je vous en prie, consentez à nous marier aujourd'hui. Bienheureux Saint François. Mais quel changement est cela? Mais enfin, Rosaline, que tu aimais si chèrement, si vite abandonnée. Ah, l'amour des jeunes gens ne réside pas dans leur cœur, mais dans leurs yeux. Jésus-Marie, mais tes anciennes plaintes résonnent encore à mes vieilles oreilles. Regarde, ici sur ta joue, il y a la trace d'une vieille larme qui n'est pas encore effacée. Mais tes douleurs étaient toutes pour Rosaline, et te voilà changée. Ah, les femmes peuvent faillir quand il n'y a pas de force dans les hommes. Vous me grondiez souvent d'aimer Rosaline. Donc, d'idolâtrer, pas d'aimer, mon enfant. Et vous m'ordonniez d'enterrer l'amour. Oui, mais pas dans un tombeau où l'on couche un amour pour en prendre un autre. Oh là là, je vous en prie, ne me grondez pas. Celle que j'aime à présent me rend faveur pour faveur et amour pour amour. L'autre n'en faisait pas autant. Mais elle savait bien que ton amour récitait par cœur, elle ne savait pas lire. Allons, viens, jeune inconstant, pars avec moi. Pour une raison au moins, je consens à t'aider. Car cette alliance pourrait s'avérer assez heureuse pour changer la rancune de vos maisons en pur amour. Oh là là, pardon, il importe d'agir vite. Tu le prudemment mais lentement, il trébuche ceux qui courent trop vite. Mais où diable est passé Roméo? Paraît qu'il n'est pas rentré
rentre chez lui cette nuit. Je sais, tout le monde en parle. Ah, c'est cette Rosalie. Cette fille au cœur dur. Elle lui rend la vie infernale. Il va finir par perdre la raison. De plus, je sais que Tybalt, un neveu du vieux Capulet, lui a envoyé une lettre à la maison de son père. C'est un défi. Il le provoque, je suis certain. Roméo répondra. Mais tout homme sachant écrire répond à une lettre. Non, ce n'est pas par une lettre qu'il répondra. Hélas, pauvre Roméo, c'est comme s'il était déjà mort. Tybalt, il se bat comme on chante, en suivant la partition. Il respecte la mesure, les intervalles, le rythme. Il vous accorde la plus petite pause et 1, 2, 3 en plein cœur. Un vrai massacreur. La fine fleur des duellistes. Et il ne lui faut pas grand-chose pour qu'il sorte son épée. Mesdames, l'une d'entre vous peut-elle me dire où je peux trouver le jeune Roméo? Moi, je peux vous le dire. Mais le jeune Roméo sera plus vieux quand vous l'aurez trouvé qu'il ne l'était quand vous le cherchiez. Si vous l'êtes, monsieur, je désire quelques confidences avec vous. Oh, elle va l'inviter à souper. Une maquerelle. Mais non, c'est la nourrice des Capulets. Avançons-nous un peu, monsieur, je n'aime pas ce genre de colère. Ma jeune dame m'a demandé de vous chercher. Mais d'abord, laissez-moi vous déclarer que si vous deviez l'emmener au paradis des oies blanches, comme on dit, ce sera un comportement très dégoûtant, comme on dit. Car la noble demoiselle est jeune. Et si vous deviez jouer double jeu avec elle, ce serait une très méchante chose à faire. Ulysse, recommande-moi auprès de ta maîtresse. Je fais le serment auprès de Oh, toi. une brave cœur, mais je lui dirai tout ça. Oh, ce sera une femme heureuse. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Nourrice? Tu ne m'écoutes pas. Mais je lui dirai que vous faites le serment, ce qui, tel que je le comprends, est une offre de gentilhomme. Dis-lui d'inventer quelques moyens d'aller à Confesse cet après-midi. Là, dans la cellule du frère Laurent, elle sera confessée et mariée. Voici pour ta peine. Oh non, 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 pas un sou. Allons, prenez, je vous dis. Cet après-midi, elle y sera. L'horloge sonnait 9 heures quand j'ai envoyé la nourrice. Elle m'avait promis d'être de retour dans la demi-heure. Peut-être n'a-t-elle pas pu le trouver. De 9 heures à midi, il y a 3 longues heures. Elle n'est toujours pas arrivée. Si elle avait des passions et un jeune sang brûlant, elle serait peut-être plus rapide. Mais ces vieilles gens, beaucoup font semblant d'être morts, inertes, lents, lourds et pâles comme le plomb. Oh Dieu, elle arrive! Oh nourrice, oh Seigneur, pourquoi tu l'air triste? Même si tes nouvelles sont tristes, dis-le joyeusement. Je suis épuisée. Oh, laissez-moi tranquille un moment. Tous mes os me font mal. Non, mais quelle équipée! Je voudrais que tu aies mes os et moi tes nouvelles. Allons, parle, bonne nourrice. Jésus, quelle hâte! Vous ne pouvez pas attendre un moment? Vous ne voyez pas que je suis à bout de souffle? Comment peux-tu être à bout de souffle quand tu as le souffle de me dire que tu es à bout de souffle? Dis oui ou non et j'attendrai les détails. Sont-elles bonnes ou mauvaises? Eh bien, vous avez fait un pauvre choix. Vous ne savez pas choisir un homme. Oh, Roméo. Bien que son visage soit plus beau que celui de n'importe quel homme, et que pour le reste... Au fait, avez-vous déjà dîné à la maison? Non, non, mais tout cela je le savais avant. Que dit-il de notre mariage? Qu'en dit-il? Oh, ma tête, ma pauvre tête! Oh là 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 là, elle va éclater en 20 morceaux! Et mon dos, oh mon dos, mon pauvre dos. En vérité, je suis désolée que tu ne sens pas bien. Mais bonne et douce nourrice, dis-moi
votre amour dit, où est votre mère? Où est ma mère? Mais elle est à l'intérieur. Où serait-elle? Comme tu réponds bizarrement, votre amour dit, où est votre mère? Oh, Sainte Mère de Dieu, êtes-vous si brûlante? Est-ce là le cataplasme pour mes os qui me font mal? Dorénavant, faites vos messages vous-même. Que de simagrées. Allons, que dit Roméo? Avez-vous la permission d'aller à confesse? Oui. Eh bien, courez à la cellule de frère Laurent. Un mari vous y attend pour faire de vous sa femme. Ah, ah, le sang impudique vous monte aux joues, elle devient écarlate à la moindre nouvelle. Moi, je suis la bête de somme qui peine pour votre plaisir. Mais cette nuit, c'est vous qui porterez le fardeau. Allez, courez à la cellule. Je cours à ma bonne fortune, honnête touriste. Adieu. Par la Vierge Marie, quel malheur, mais quelle horreur! Véron est maudite! Mais pourquoi criez-vous si fort à nous arracher les oreilles? Ça devait arriver. C'était écrit. C'est quoi la fin? Mercutio, le jeune Mercutio, un ami de Roméo, il vient d'être tué. Tué? Mais par qui? Par Tybalt, je suis sûre. Mais pourquoi? Qu'avait-il contre Mercutio? Mais rien! La cible de Tybalt n'était pas Mercutio, mais Roméo! Tout le monde sait à quel point il le hait. Pourtant, Roméo a tout tenté pour calmer Tybalt. Il lui a adressé des mots de paix, avec une voix tranquille. Avec les genoux humblement ployés, a dit le prince lui-même. Séparez-vous, mes amis, cessez. En vain. Mais Tybalt n'entend pas. Alors Roméo se précipite pour protéger son ami. Et sous le bras de Roméo, Tybalt atteint mortellement Mercutio. Et il s'enfuit. Lui qui traitait Roméo de lâche, il s'enfuit. Et Tybalt revient. Et il menace Roméo. Petit misérable, toi qui étais de concert avec lui, tu iras le rejoindre. Alors il se jette là sur l'autre et frappe. Et c'est Tybalt qui tombe. Mort? Mort. Alors, Roméo reste prostré. Et le prince, alerté, arrive sur les lieux. Puis les parents Capulet et les Montaigu. Prince, j'implore ta justice, hurlait Dame Capulet. Roméo a tué Tybalt. Roméo ne doit pas vivre. Pas Roméo, criait le père Montaigu. Sa faute ne fait que conclure ce que la loi aurait dû achever. La vie de Tybalt. Et le prince, qui a perdu un parent en la personne de Mercutio, entre alors dans une colère noire. Pour ce crime, immédiatement, nous exilons Roméo d'ici. Je suis atteint par les agissements de votre haine. C'est mon sang que vos querelles de brutes font couler. Je vous frapperai d'une peine si dure que vous vous repentirez de la peine qui me touche. Ni larmes, ni prières ne rachèteront vos forfaits. Que Roméo se hâte de partir d'ici. Sinon, si on le trouve, ce sera sa dernière heure. Et Roméo est parti où personne ne sait. On rapporte qu'on l'aurait vu se réfugier chez frère Laurent. Qui on... Je ne sais pas, et je ne veux pas être mêlée à cette histoire. Ah ça, non. Et Juliette, qui a perdu son cousin, comment va-t-elle? Chez les Capulet, on l'entend pleurer depuis qu'elle a reçu la nouvelle. Quelle nouvelle? Quel est le jugement du prince? Est-ce un verdict de mort? Non. Un jugement plus doux s'est échappé de ses lèvres. Non pas la mort du corps, mais son bannissement. Le bannissement! Ah,
aie pitié, dis mort. Ne dis pas bannissement. Mais il n'y a pas de monde en dehors des murs de Vérone, hormis le purgatoire, la torture, l'enfer lui-même. Mais être banni de Vérone, c'est être banni du monde. Et l'exil du monde est la mort. Ô péché mortel, ô barbare ingratitude, mais ta faute, notre loi l'a puni de mort. Et le bon prince, prenant son parti, a bousculé la loi et changé ce mot noir, la mort, en bannissement. C'est grande miséricorde, mais tu ne le vois pas. On frappe à Roméo, cache-toi. Mais qui frappe si fort? D'où venez-vous? Que voulez-vous? Laissez-moi entrer et vous saurez mon message. Je viens de la part de Dame Juliette. Alors soyez la bienvenue. Oh Saint-Frère, dites-moi, où se trouve Roméo, le mari de ma jeune maîtresse? Là, à terre, enivré de ses propres Oh, larmes. il est dans le même état que ma maîtresse. Enfin, levez-vous si vous êtes un homme. Enfin, pour l'amour de Juliette, redressez-vous. Nourrice, parlais-tu de Juliette? Comment va-t-elle? Ne pense-t-elle pas que je suis un assassin endurci? Oh, elle ne dit rien. Elle pleure, elle appelle Tybalt, et après elle pleure sur Roméo, et puis s'effondre à nouveau. Comme si ce nom l'assassinait, comme la main maudite de ce nom a assassiné son cousin. Oh mon père, dites-moi, dans quelle ville partie de mon corps loge mon nom? Dites-le-moi, que je puisse en saccager la demeure haïssable. Mais retiens ta main désespérée, voyons. Es-tu un homme? Tybalt voulait te tuer, mais tu as tué Tybalt. En cela, tu es heureux. La loi qui te menaçait de mort devient ton amie et la change en exil. En cela, tu devrais être heureux. Mais non, mais toi, comme une fille, pauvre fille, tu fais la moue devant ta fortune et ton amour. Alors, va retrouver ton amour comme il fut convenu. Monte à sa chambre et console-la. Mais veille à ne pas rester jusqu'à ce que la garde soit en poste. Car alors tu ne pourrais pas rejoindre Mantoue, où tu vivras, jusqu'à ce que nous trouvions le temps propice pour proclamer votre mariage, réconcilier vos amis, obtenir le pardon du prince et te faire revenir ici. Oh Seigneur, je pourrais rester ici toute la nuit à écouter vos bons conseils. Mais ce que c'est que l'instruction. Oh Seigneur, ma jeune maîtresse vous attend, mais elle m'a demandé de vous donner cette bague. Mais hâtez-vous car il se fait très tard. Oh, combien ceci fait revivre ma joie. Ah, reste à Mantoue, je saurai trouver ton serviteur qui y prendra de temps en temps tout ce qui peut arriver d'heureux pour toi ici. Allez, va vite! Veux-tu partir? Ce n'est pas encore le jour. C'était le rossignol et non l'alouette qui perçait le creux inquiet de ton oreille. Crois-moi, amour, c'était le rossignol. C'était l'alouette, messagère du matin. Je dois partir et vivre, ou rester et mourir. Cette lumière là-bas n'est pas la lumière du jour. Je le sais, moi aussi, reste encore. Tu n'as pas besoin de partir. Oh, mais que je sois pris, que je sois mis à mort. Je suis satisfait si tu le veux ainsi. Parlons, mon âme, ce n'est pas encore le jour. Mais si, pars d'ici, pas t'enfuis. Oui, c'est l'alouette qui chante si faux. Pars maintenant. Il fait de plus en plus clair. Oh, plus clair, toujours plus clair. Plus noir, toujours plus noir notre souffrance. Madame, Nourrice, Madame, votre mère vient dans votre chambre. Le jour s'est levé, soyez prudent. Méfiez-vous. Adieu.
Je veux avoir des nouvelles de toi chaque jour. Je ne mettrai aucune occasion de t'envoyer mon salut. Mon amour. Oh, penses-tu que nous nous reverrons? Oui, je n'en doute pas. Et toutes ces souffrances seront nos doux souvenirs dans les temps à venir. Ô Seigneur, j'ai une âme qui pressent le malheur. Oh là, ma fille, êtes-vous levée? Qui est-ce qui m'appelle? C'est madame, ma mère. C'est-elle couchée si tard ou levée si tôt? Eh bien, comment va Juliette? Madame, je ne suis pas bien. Toujours à pleurer la mort de votre cousin. Ça suffit. Un peu de chagrin montre beaucoup d'amour, mais beaucoup de chagrin montre trop peu d'esprit. Laissez-moi pleurer. Crois-moi, ma petite, tu pleures moins sa mort que de savoir en vie ce scélérat qui l'a tué. Quel scélérat, madame? Ce scélérat de Roméo. Mais nous aurons notre vengeance. Ne crains rien. Alors, ne pleure plus. J'enverrai quelqu'un en Mantoue où vit ce vagabond Mani, qui lui donnera un poison si singulier qu'il ira vite tenir compagnie à Tibane. Et alors, j'espère que tu seras satisfaite. Mais maintenant, ma petite fille, je vais t'annoncer de joyeuses nouvelles. Quelles sont-elles? Je vous en prie, madame. Eh bien, sache que tu as un père attentionné, mon enfant. Et pour t'enlever à ta tristesse, il a imaginé un jour de joie imminent que tu n'as pas prévu et que je n'attendais pas. À la bonne heure. Quel est ce jour? Par la Vierge Marie, mon enfant, jeudi matin, de bonne heure, ce vaillant, jeune et noble gentilhomme, le comte Paris, aura, en l'église Saint-Pierre, aura le bonheur de faire de toi une joyeuse épouse. Par l'église Saint-Pierre et par Saint-Pierre aussi, il ne fera pas de moi une joyeuse épouse. Comment? Je vous prie de dire à mon Seigneur et Père, madame, que je ne veux pas encore me marier. Voilà des nouvelles en vérité. Voici venir votre père. Eh bien, dites-le lui vous-même, et voyez comme il prendra la chose de vous. Quoi? Toujours en pleurs? Une averse éternelle? Dites-moi, femme, l'avez-vous prévu de votre décision? Oui, monsieur, mais elle refuse. Elle vous remercie. Doucement. Je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas, femme. Comment elle refuse? Elle n'est pas fière que nous ayons persuadé un si digne gentilhomme d'être son époux. Fière, non, mais reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi. Mais rengainez vos merci. Épargnez-moi vos fiertés. Me bichonnez vos jolis gigots pour vous rendre ce jeudi à l'église avec Paris, où je vous y traînerai de force sur un chariot. Mon cher père, je vous supplie à genoux, ayez seulement la patience de m'écouter vous dire un mot. Va te faire bang, saleté de fille. Je vais te dire, moi, rends-toi jeudi à l'église, ou ne me regarde plus jamais en face. Ah, les doigts me démangent. Femme, ce n'était guère une bénédiction que Dieu nous a accordé que cet unique enfant. Et maintenant, je vois que celle-là même en est une de trop, et que c'est une malédiction que de l'avoir eu arrière traînée. Oh, mais vous êtes fou, hein? Ah, pain de Dieu, ça me rend fou. Jour, nuit, toute saison, à toute heure. Je travaille comme mon jeu. Seul dans la société, mon souci a toujours été de l'avoir marié. Et maintenant, je vois que je lui ai procuré un gentilhomme de noble parentèle. Voilà qu'une misérable sotte, une marionnette géniale, devant l'offre de la fortune, vous répond: oh, je ne veux pas me marier. Je ne peux pas encore aimer, je suis trop jeune. Je vous prie de me pardonner. Ah, si vous ne voulez pas vous marier, ah oui, je vais vous pardonner. Allez, paix où vous voulez, mais pas dans ma maison. Prenez garde. Pensez-y, je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Si vous êtes ma fille, je vous donnerai à mon ami. Sinon, allez vous faire pendre, manger, crever de faim, mourir dans la rue.
sur mon âme. Jamais je ne voudrais te reconnaître. Et tu ne profiteras jamais de ce qui m'appartient. Pensez-y. Soyez-en sûrs. Je n'en démanquerai pas. Oh, ma douce mère, ne me rejetez pas. Différez ce mariage d'un mois d'une semaine. Ah, ne me parle pas, car je ne te dirai pas un mot. Fais comme tu voudras, j'en ai fini avec toi. Oh, nourrice, comment ceci peut-il être empêché? Console-moi, conseille-moi. Enfin, moi je dis ceci. Roméo a été banni. Alors je gagerai le monde entier contre rien qu'il n'osera plus revenir vous réclamer. Ou alors, s'il le fait, ce sera forcément en cachette. Alors, puisque la situation est celle-là, je pense que le mieux, c'est que vous épousiez le comte. Oh, c'est un homme charmant. Roméo à côté n'est qu'une navette. Parles-tu du fond de ton cœur? Et du fond de mon âme, sinon maudits soient tous les deux. Amen. Quoi? Eh bien, tu m'as merveilleusement bien consolée. Rentre et dis à ma mère que je suis allée, parce que j'ai contrarié mon père, à la cellule de frère Laurent, me confesser et recevoir l'absolution. Ah, ceci est sagement fait. J'y vais. Des projets de mariage du vieux Capulet que Paris s'est précipité chez frère Laurent pour lui annoncer qu'il aurait à célébrer son mariage avec Juliette dès le jeudi suivant. Oui, mais il n'a pas reçu un accueil très enthousiaste de frère Laurent. Et pour cause. Et Juliette, qui courait chercher du secours chez frère Laurent, tombe sur Paris. Fâcheuse rencontre. Juliette a brutalement refroidi les ardeurs du beau Paris. Pour s'en débarrasser, elle a prétexté une envie de se confesser au plus vite et invoqué le secret de la confession. Et alors, elle a pu parler à frère Laurent? Oh oui, lui parler, mais l'écouter surtout. Oh, Juliette, je connais déjà ton chagrin. J'apprends que tu dois, jeudi prochain, être mariée à ce comte. Ne me dis pas, frère, que tu apprends cela. Si dans ta sagesse tu ne peux pas m'apporter de l'aide, dis seulement que ma résolution est sage, et avec un couteau je mourrai sur le champ. Arrête, ma fille, arrête. J'entrevois une sorte d'espoir. Si, plutôt que d'épouser le comte Paris, tu as la force et le courage de te tuer toi-même, alors il est probable que tu entreprendrais une chose semblable à la mort pour écarter cette honte. Et si tu l'oses, je te donnerai le remède. Oh, plutôt que d'épouser Paris, ordonne-moi de sauter des créneaux d'une tour, ou ordonne-moi d'aller dans une tombe creusée de frais, et je le ferai sans craindre et sans hésiter. Alors attends, rentre à la maison, sois gai et consens à épouser Paris. C'est demain mercredi. Demain soir, veille à te coucher seul. Ne laisse pas la nourrice dormir avec toi dans ta chambre. Prends ce flacon, et une fois au lit, bois jusqu'au bout cette liqueur distillée.
Aussitôt, à travers toutes tes veines va courir une humeur froide et léthargique. Car ton pouls ne gardera pas son mouvement naturel, mais s'arrêtera. Aucune chaleur, aucun souffle n'attesteront que tu vis. Les roses de tes lèvres et de tes joues deviendront cendre blême. Les fenêtres de tes yeux se fermeront. Chaque membre, privé de sa souplesse, paraîtra raide, dur et froid, et sous cette apparence de mort rigide, tu resteras 42 heures de suite pour t'éveiller enfin comme d'un sommeil agréable. Alors, selon la coutume de notre pays, dans tes plus beaux atours, placé à découvert sur un cercueil, tu seras transporté dans cet antique caveau où repose toute la famille des Capulets. Dans l'intervalle, avant que tu t'éveilles, Roméo, par la lettre que je lui ferai parvenir, saura le stratagème. Alors il viendra, et lui et moi surveillerons ton réveil. Et cette même nuit, Roméo t'emportera loin d'ici vers Mantoue. Donne. Tiens, va, sois forte et heureuse. J'envoie frère Jean à Mantoue avec une lettre pour ton époux. Merci, frère Laurent. Adieu. Vous êtes occupé, dites-moi. Avez-vous besoin de mon aide? Non, je vous en prie. Et que nourrisse Pasquale auprès de vous, car j'en suis sûre, vous avez beaucoup trop d'ouvrages. Oui, bonne nuit. Et reposez-vous, vous en avez bien besoin. Adieu. Dieu sait quand nous nous reverrons. J'ai une peur froide et vague qui circule dans mes veines. Viens, fiole. Et si la fiole ne produisait rien? Et si c'était un poison? Et si, quand je serais dans le tombeau, je m'éveillais avant que Roméo ne vienne me délivrer? Ne vais-je pas étouffer dans la tombe avant que vienne mon Roméo? Non, je viens. C'est à toi que je bois, Roméo. Non, ne bois pas ça. Ne bois pas ça, moi, j'arrête de jouer. Quoi? J'arrête de jouer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? J'arrête de jouer. Tu as... Mais pourquoi? Mais parce que le dénouement de cette pièce est invraisemblable. Oui, tu as tout à fait raison, Daniel. Ce dénouement est impossible. Il faut changer la fin. Et puis Jacqueline n'en est pas un changement près. Hein. Mais regardez qui nous interpelle. Il n'a pas voulu repartir avec nous cette année dans notre projet. Et ce soir, il vient saboter le spectacle. Mais tu ne la connais pas, la fin. On n'a pas pu la jouer encore. Mais si je la connais, la fin. Tout le monde la connaît, la fin. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Bon, alors, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Juliette va donc boire la liqueur qui doit provoquer sa fausse mort. Frère Laurent a envoyé frère Jean à Mantoue pour qu'il mette Roméo au courant de son stratagème. Or, une épidémie de peste sévit à Mantoue et dans sa région, si bien que les habitants refusent à frère Jean l'entrée de la cité. Et Roméo,
apprend par la rumeur publique que Juliette venait de mourir. Il se précipite alors chez le premier apothicaire, achète un poison, court au tombeau, découvre Juliette inanimée et se donne la mort. À son réveil, Juliette, à son tour, découvre Roméo gisant à ses côtés. Elle saisit alors le poignard qu'il porte au côté et se donne la mort à son tour. Oui, c'est une tragédie. Et alors? Alors, je dis que tout ça est tout impossible, invraisemblable aujourd'hui en 2024. Et pourquoi aujourd'hui en 2024? Parce que, madame, en 2024, tout le monde a un téléphone portable. Qu'est-ce que le téléphone portable peut bien faire dans le dénouement de Roméo et Juliette? Mais tout. Parce que frère Laurent, lui aussi a un téléphone portable. Et il a donc écrit un texto à Roméo. Contrairement à ce que tu as entendu dire, Juliette n'est pas morte. Viens nous retrouver, elle et moi, demain à minuit dans le tombeau des Capulets. Et hop, envoie. Et Roméo a aussitôt répondu: cool, frère Laurent. Merci, frère Laurent. Je serai là. Mais on est en 2024, alors on ne va pas mourir et on va partir pendant tout de suite. Oh, mais non, tout ne sera qu'une escale, mon amour. Nous partirons pour l'Amérique. Oui, pour la Californie. On sera bien là-bas. Ah oui, et vous vivrez de quoi en Californie? Mais je suis à Montaigu. Oh, mon père a des actions dans toute l'Italie. Et on va travailler. On écrira un livre, on y dénoncera toute la haine que nos parents ont semée dans nos familles, tout le mal qu'ils ont fait à Vérone. On dira tout. On va faire de ces bêtes. Oui. Oui, mais vous rapetissez tout. Roméo et Juliette ont trouvé l'éternité dans la mort. Si vous leur redonnez la vie, vous en faites des amants quelconques. Oui, mais il faudrait se montrer peut-être un peu moins prétentieux. Tu penses que parce qu'une petite troupe de théâtre de la Maridelle leur a donné un sursis de quoi, de 6, 7 ou 10 représentations, ils vont perdre leur éternité? Mais bien sûr que non, parce que les amants de Vérone sont à jamais les amants éternels. Soit. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Vous venez de leur voler 3/4 d'heure de spectacle. Vous auriez pu me prévenir au moins. On t'avait clairement dit qu'on ne voulait pas jouer de tragédie. On les vit tous les jours, des tragédies. Oui, mais à part ça, on n'a rien d'autre Shakespeare. Oh, mais alors ça change tout. Je vous propose une comédie de Shakespeare. Bon, pas drôle les comédies de Shakespeare. Ah. Oh, Les intrigues, les personnages sont démontés. Oui, alors Comme une fleur à la nuit des rois. Celle que je vous propose est d'une actualité brûlante. Il s'agit de savoir qui, dans le couple, doit ou peut prendre le pouvoir. Alors c'est quoi l'histoire? On est toujours en Italie, mais à Padoue. Un très riche gentilhomme a 2 filles à marier. La seconde est un amour. Elle est jolie, elle est intelligente, elle est adorable. Tous les hommes en sont fous. L'aînée est un poison. Elle est jolie, elle est intelligente, elle est détestable. Tous les hommes la détestent, ils en ont peur. Or, le père a décidé qu'il n'accorderait la main de la fille seconde que lorsque l'aîné serait marié. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Juliette et Roméo. Pour qui veut toujours qu'il y ait des liens dans tous nos spectacles. Des liens, tu dis. Des liens, mieux. Ah! Mais si! Mais bien sûr que oui! Il y a des liens très très serrés, étroits même. Oui, écoutez-moi. Parce que l'histoire de Petruccio et de Catarina que vous allez entendre, en fait, c'est l'histoire du mariage des Capulets. Oh! Oui, bon, alors vous me laissez terminer. Hein? Le temps passait, mais aucun homme n'osait se risquer à demander la main de la terrible Catarina. Mais voici qu'un beau matin, arrive à Padoue un riche et fringant voyageur. Oh, c'est lui!
de l'antique Vérone jusqu'à notre bonne ville de Padoue. C'est le vent qui disperse les jeunes gens de par le monde. En peu de mots, signor Hortensio, voici ma situation. Mon père est mort. Alors j'ai voulu chercher ma route parmi le labyrinthe de ce monde afin de faire un heureux mariage. Petruccio, je peux trouver une femme. Elle a tout l'argent qu'il faut. Elle est jeune, elle est belle. Élevée comme il convient à une fille de qualité. Mais son seul défaut est d'être une intolérable mégère. Acariâtre est tellement rebelle que, fussé-je beaucoup plus pauvre que je ne le suis, je ne l'épouserai pas pour une mine d'or. Oh, silence, Hortensio, tu ne sais pas ce que l'or peut faire. Allez, dis-moi simplement le nom de son père et cela me suffira, car je suis résolu à mener l'assaut, même si elle gronde plus fort que le tonnerre lorsqu'il crève les nuages d'automne. Mais son père s'appelle Battista Minola. C'est un gentilhomme bourgeois et affable. Elle, son nom est Catarina Minola, célèbre dans Padoue pour sa langue hargueuse. Je connais bien son père. Il a connu feu mon père. Hortensio, je ne dormirai pas sans l'avoir rencontré alors. Attends, Petruccio. Il faut que je t'accompagne. Voilà. Vieux Battista détient mon trésor, le joyau de ma vie. Sa fille cadette, l'appelle Bianca, est en son pouvoir. Il la cache à mon regard comme à bien d'autres prétendants. Et il a même décidé que nul n'approcherait Bianca tant que Catarina, la harpie, n'aura pas trouvé d'époux. Oh, Catarina, la harpie, est-il pire surnom pour une jeune fille? Mon ami Petruccio voudra-t-il m'accorder une faveur? Voilà, il s'agirait de me présenter au vieux Battista comme savant maître de musique, venu pour instruire Bianca, afin que par ce moyen je puisse avoir l'occasion et le loisir de lui faire la cour, sans éveiller les soupçons, de lui parler de mon amour. Soit, accompagne-moi chez Battista. Parmi tous tes soupirants, je t'ordonne de me dire celui que tu aimes. Et surtout, pas de mensonge. Mais croyez-moi, ma sœur, parmi tous les hommes, je n'ai jamais trouvé un seul visage qui n'inspirait plus d'amour que les autres. Ah, mais tu mens, effronté. Ne serait-ce pas Hortensio? Oui, si vous l'aimez, ma sœur, je m'aiderai moi-même et il sera à vous. Alors c'est que tu préfères Gregno, parce que tu préfères être riche. Oh, mais c'est à cause de lui que vous me détestez tant. Oh, je vois bien que vous me moquez. Que se passe-t-il? Pourquoi cette arrogance? Relève-toi, Bianca. Oh, pauvre petite, elle pleure. Va t'habiller et ne t'occupe pas d'elle. Drôlesse, possédée du diable, tu n'as pas honte? Faire du mal à celle qui ne t'en a jamais fait? C'est son silence qui me nargue et je vais me venger. Quoi? Sous mes yeux? Rentre chez toi, Bianca. Ah, vous m'en empêchez. Oui, oui, je le vois bien. Elle est votre trésor. À elle, il lui faut un mari. Et moi, je lancerai pieds nus le jour de ses noces. Ouais, parce que vous l'aimez, je finirai défui. Mais... Oh, ne me parlez pas. Je vais m'en aller pleurer jusqu'à ce que je trouve l'occasion de me venger. Mais y eut-il un homme qui fut jamais aussi malheureux que moi? Mais, il y a donc... Bonjour, vénérable Battista. Dieu vous garde, messieurs. Et vous de même, monsieur. Dites-moi, n'avez-vous pas une fille belle et vertueuse qui s'appelle Catarina? Ah oui. J'ai une fille, c'est vrai, qui s'appelle Catarina, monsieur. Je suis monsieur gentilhomme de Vérone qui, entendant vanter sa beauté, son esprit, sa pudique réserve, sa douceur et ses manières, ose m'inviter chez vous afin que mes yeux puissent contempler ce que mes oreilles ont si souvent entendu décrire. Et afin de mériter votre bon accueil,
permettez-moi de vous présenter un homme à moi, expert en musique et en mathématiques, afin de l'inscrire dans ces disciplines qui, je le sais, ne lui sont pas inconnues. Ne le refusez pas, vous me feriez offense. Il s'appelle Hortensio et vient de Mantoue. Soyez les bienvenus. Mais quant à ma fille, elle n'est pas faite pour vous. Et j'en suis bien désolée. Je vois, monsieur, que vous ne voulez pas vous séparer d'elle. Ou alors, vous n'appréciez pas ma compagnie. Comprenez-moi bien, je ne dis que ce qui est. Mais de quelle famille êtes-vous? Enfin, je m'appelle Petruccio, je suis le fils d'Antonio, un homme bien connu de toute l'Italie. Ah oui, je l'ai bien connu. Eh bien, soyez le bienvenu en souvenir de lui. Quant à vous, monsieur le maître de musique, entrez par là. On vous conduira chez mes filles. Dites-leur que c'est moi qui vous envoie. Allez sur le champ, retrouvez vos élèves. Bon, signor Battista, mes affaires m'invitent à vous quitter maintenant et je ne peux venir chaque jour faire ma cour. Vous connaissez bien mon père, vous me connaissez en lui. Je suis l'unique héritier de ces terres et de ces biens que j'ai fait prospérer et non décliner. Alors dites-moi, si j'obtiens l'amour de votre fille, que m'apportera-t-elle en dot? Eh bien, à ma mort, la moitié de mes terres. Et immédiatement, 20 milliers de couronnes. Parfait. En échange de cette dot, je lui garantirai son douaire au cas où elle me survivrait, toutes mes terres et tous mes fermages, alors qu'un contrat soit établi afin que chaque partie en respecte les clauses. Oui, quand l'accord spécial sera bien obtenu. Je veux dire son amour, car c'est là toute l'affaire. Mais cela, mon père, ce n'est rien, je vous le dis, car je suis déterminé autant qu'elle m'en est fière. Les plus grandes tempêtes éteignent tous les feux, alors je serai l'ouragan et elle me cédera. Car, grande est ma violence, je ne courtise pas en jeune homme. Alors puisses-tu bien courtiser, et puisses-tu réussir. Mais cuirasse-toi contre les méchantes paroles. Oui, d'une armure aussi solide. Mais que se passe-t-il? Mais que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu si pâle? C'est de peur, je vous l'assure, que je suis pâle. Quoi? Tu n'as pas pu lui mettre la guitare dans la tête? Oh non, c'est elle qui m'a mis la guitare dans la tête. Oh, la tête dans la guitare. Voilà, je lui disais seulement qu'elle se trompait de touche. Et lui pliait la main pour lui enseigner le doigté quand soudain, saisie d'une colère diabolique, elle me dit: mais c'est ça que vous appelez des touches? Mais je vais t'embêter. Et sur ces mots, elle me frappe à la tête, et au travers de l'instrument, ma caboche passe, la guitare tourne du cou. Donc ma fille ne sera pas une bonne musicienne. Ah, plutôt un bon soldat. Oh, que voici une gaillarde luronne. Oh, je l'aime 10 fois plus. Combien j'ai envie de la rencontrer. Allez, suis-moi. Ne prends pas cet air déconfit. Poursuis tes leçons avec ma fille cadette. Elle est douée pour l'étude et reconnaîtra tes services. Signor Petruccio, venez-vous avec nous ou vais-je vous envoyer ma fille Catarina? Je vous en prie, envoyez-la. Je vais l'attendre ici. Dès qu'elle arrivera, je lui ferai la cour, avec vigueur. Qu'elle m'insulte, je lui dirai qu'elle chante, mélodieusement, tout comme le rossignol. Qu'elle reste muette et refuse de me parler. Je ferai l'éloge de son exubérance. Refuse-t-elle de se marier? Je lui dirai d'annoncer la date de notre mariage si... Bonjour, Cato. C'est ainsi qu'on vous nomme, ai-je entendu dire. Alors, vous avez bien saisi, mais vous êtes un peu dur d'oreille. Ceux qui parlent de moi me nomment Catarina. Non, vous mentez, ma foi. On vous appelle Cato tout court. Ou le joli Cato. Ou parfois Cato la harpie. Mais Cato la plus ravissante Cato de la chrétienté. Cato du château gâteau, Cato la délicieuse carte gâteau et friandise. Bref, Cato, écoute un peu ce que j'ai à te dire.
entendu dans toutes les villes que j'ai traversées, loué ta vertu, vanté ta pudeur, célébrer ta beauté. Bien moins d'ailleurs qu'elle ne le mérite, je me suis senti amené à te faire la cour. Amené? Vraiment? Et bien que celui qui vous a amené ici vous ramène, j'ai tout de suite vu que vous étiez un meuble. Bon bien. Et qu'est-ce qu'un meuble? Un tabouret. Très bien, Kato, viens t'asseoir sur moi. Les ânes sont faits pour tenter, donc toi aussi. Femmes sont faites pour porter, donc tu l'es aussi. Oh, je ne serai pas la jument qui vous portera si vous pensez à moi. Hélas, Kato, je ne vais pas trop te charger, car je sais que tu n'es que femme, jeune, légère. Oh, trop légère pour être prise par un rustre comme toi. Je suis un gentilhomme. C'est ce que je vais voir. Oh, je le jure, si vous me frappez encore, je vais vous battre. Et vous y perdez vos armes, car si vous me frappez, vous n'êtes pas un gentilhomme. Et si vous n'êtes pas un gentilhomme, vous n'avez pas d'âme, bien sûr. Non, en vérité, vous ne m'échapperez pas. Oh, lâchez-moi, si vous me retenez, je vous arrache les yeux. Non, vous ne partirez pas. Je vous trouve on ne peut plus douce. On m'avait dit que vous étiez rude, hautaine et maussade. Oh, la renommée est une fierté menteuse, car tu es charmante, enjouée et merveilleusement courtoise. Certes, ta parole est lente, mais aussi suave que les fleurs du printemps. Tu ne te mords pas la lèvre comme les jeunes filles en colère. Tu ne prends pas de plaisir à rabrouer tes soupirs en contraire. Tu leur fais un accueil charmant. Tu leur tiens des propos courtois. Pourquoi dis-donc que Kato est boiteuse? Elle doit devoir marcher. Tu ne boites pas du tout. On va donner des ordres à tes gens, non à moi, imbécile. Mais je pointe à propos. C'est ça, c'est pour me tenir chaud. Mais parbleu, adorable Kato, c'est dans ton lit que je vais me réchauffer. Bon, bref, trêve de tous ces bavardages. Votre père a consenti que vous soyez ma femme. Nous sommes convenus de votre dot. Et que vous le vouliez ou non, je vous épouse. Bon, ceci dit, je suis le mari qu'il te faut, Kato. Tu n'épouseras nul autre que moi, car je suis né pour t'apprivoiser, pour transformer la chatte sauvage en une cato docile, comme le sont toutes les catos domestiques. Voici venu, votre père n'allait pas me démentir. Je veux Katharina pour femme et je l'aurai. Alors, signor Petruccio, comment ça va avec ma fille? Parfaitement. Qu'il en aille mal pour moi serait impossible. Allons, ma fille Katharina, toujours vos idées noires? Ma fille, dites-vous? Ah, vous me donnez une belle preuve de votre tendresse paternelle en voulant me marier à un demi-fou, à une brute forcenée. Non, père, je vous le dis. Nous nous sommes si bien entendus que le mariage est prévu pour dimanche. J'aimerais mieux te voir pendu dimanche. Non, non, entendez-moi bien. Il a été convenu lorsque nous étions seuls qu'elle continuerait à se montrer méchante en société. Mais je vous l'ai dit, il est impossible d'imaginer à quel point elle m'aime. Oh, Kato la plus câline, elle s'accrochait à mon cou, me rendait baiser pour baiser. Kato, donne-moi la main. Je pars à Venise pour acheter des vêtements pour la noce, car je veux que tu sois belle. Oh, je ne sais que dire. Donnez-moi vos mains. Dieu vous accorde de joie, signor Petruccio. L'affaire est conclue. Père, épouse, je pars à Venise. Kato, un baiser. Nous serons mariés dimanche. Se marier, arrivé dans un tel état. Il arrive avec un vieux pourpoint en lambeaux, des choses répugnantes et un morceau de fer rouillé qui prétend être une épée. Son cheval est déhanché, atteint d'amour, marqué par la jaunisse. De quoi vous donner des cauchemars pour toute une année. Le seigneur Battista a accepté cette horreur, il n'a rien dit. Et vous pensez, il était déjà bien heureux de le voir arriver. Il n'avait plus aucune nouvelle du fiancé, alors que le festin de noces était prêt, et que le prêtre se préparait à accomplir
les rites solennels de ce grand mariage. Oh, quelle humiliation pour Katharina! Mais il n'est tout de même pas entré dans l'église avec cet accoutrement ridicule et répugnant. Mais c'est qu'il a refusé catégoriquement les vêtements que lui proposait aimablement Hortensio. C'est moi que l'épouse, a-t-il hurlé, pas mes vêtements! Oh, Katharina, que va-t-elle faire de cette brute épaisse? Oh, vous la connaissez, hein? Plus forcenée qu'elle, impossible. Ah si, parce que lui c'est le diable en personne. Mais c'est la diablesse, la femme du diable. Finalement, c'est un couple bien assorti. Écoutez, quand le prêtre lui a demandé s'il voulait prendre Katharina pour épouse, au lieu de répondre oui, il a hurlé: mais oui, sacrebleu, vieux corbeau, bon Dieu, tu crois que je suis venu là pour écouter de la musique? Il a lampé tout le muscal du calice et ensuite il l'a balancé à la tête du sacristain. Le prêtre en était tellement ébahi qu'il en a laissé tomber son livre. Et quand il s'est baissé pour le ramasser, ce fou furieux lui a balancé un tel coup de poing que prêtre et livre se sont retrouvés par terre. Oh, il vient d'appliquer à Katharina un baiser sur les lèvres qui a fait tellement de bruit que lorsque leurs bouches se sont séparées, ça a fait un écho dans les Ça, c'est mieux. Le voilà qui se prend les pieds dans la robe de la mariée. Jamais on aura vu un mariage aussi fou. Ah, attention, les voilà qui sortent. Merci pour votre peine. Oh, je sais que vous comptez avec moi en ce jour manger, c'est pourquoi j'ai fait préparer ce fastueux repas de fête, mais il se trouve que ma hâte m'invite à m'éloigner et que je dois ici prendre congé de vous. Non, se peut-il que ce soir vous voulez nous quitter? Ah oui, aujourd'hui même, avant que la nuit tombe, mais je vous en prie, merci à nouveau. Faites la fête avec mon père, car je dois partir. Grognon! Oui, Les monsieur. chevaux, sont-ils prêts? Oui, monsieur, ils sont prêts. La bonne a mangé les chevaux. Moi, quoi que tu fasses, je ne partirai pas. Ni aujourd'hui, ni demain, et pas avant que ça me plaise. Calme-toi, Katharina, ne te fâche pas. Mais je veux me fâcher. Père, ne vous troublez pas, il attendra mon plaisir. Ma foi, monsieur, voilà que ça commence. Oh, mes amis, en route pour leur valise. Oui, allez-y, faites la fête puisque tu le dis. Allez, faites la fête sans entrave. Portez tout votre sou. Des deux à son pucelage. Quant à Katharina, ma mère, elle part avec moi. Non, pas de trépignement, de regard furibond. Je veux être le maître de ce qui est à moi. Elle est mes meubles, elle est ma demeure, elle est mes biens. Elle est mon champ, elle est ma grange, elle est mon cheval, mon bœuf, mon âne, mon tout. La voici près de moi désormais. Elle a tout ce qu'il ose. Calme-toi, cher enfant. Rassure-toi. Ils ne te feront pas de mal. Fussent-ils des millions, je saurais te protéger.
paisible ménage. Voisins, amis, bien qu'épouses et époux fassent défaut et laissent vide leur place à table, vous savez que la bonne chère n'y fera pas défaut. Hortensio, vous prendrez la place du mari. Et Bianca prendra celle de sa sœur. Bienvenue chez toi. Où sont tous ces vauriens, palefreniers, butors, croquants que vous êtes? Quoi? Personne à ma rencontre pour venir m'accueillir? Enfin, il n'y a plus aucun respect. Et où est donc l'abruti que j'ai envoyé devant? Ici, monsieur, aussi abruti que devant. Oh, vieille bête de sang, espèce de chien! Ne t'avais-je pas ordonné de venir à ma rencontre dans le parc avec ces sacrés pendards de domestiques? Tu sers vraiment à rien. Bon, assieds-toi, je t'en prie. On a bien mangé! Je t'en prie, sois gai, ma Cato. Tu es chez toi maintenant. À boire! À boire! Ah, merci. Oh, naturellement, fils de garce de tous les soirs! Enfin, patience, mon époux. Oh, mais ce n'était qu'une maladresse involontaire. C'est une tête de bois avec gredin aux oreilles flasques. On a même à manger! Mais qu'est-ce que ceci? Du mouton? Oui, monsieur. Enfin, toute la viande est brûlée, tout est brûlé. Mais vous êtes vraiment des incapables! Oh, mais de grâce, mon époux, cessez de vous tourmenter. Les viandes étaient fort bien cuites, ne vous en déplaise. Je vous le répète, toute la viande était brûlée et desséchée. La viande ainsi cuite, mais formellement interdite. Elle fait couler la vie d'air en colérique. Bon, patience. Tout cela s'arrangera demain. En attendant, ma Cato, nous allons jeûner de compagnie. Allez, viens, viens, je vais te montrer ta chambre nuptiale. Ainsi, je commençais politiquement mon règne. Et j'ai bon espoir de finir sur un succès. J'ai affamé mon faucon, il a l'estomac bien vide, et il ne sera pas nourri avant qu'il ne cède. Je connais un autre moyen de dresser mon faucon sauvage, c'est de le faire veiller. Oui, comme on fait veiller l'épervier qui refuse d'obéir. Elle n'a pas mangé aujourd'hui, ne mangera rien ce soir. Elle n'a pas dormi hier, et ne fermera pas l'œil de la nuit. Je ferai valser l'oreiller d'un côté, le traversin de l'autre, les draps par-ci, les couvertures par-là, et je jurerai que l'unique raison de tout ce remue-ménage est le soin respectueux que j'ai pour elle. Si elle s'assoupit, je braillerai pour la tenir éveillée. Voilà comment on tue une femme par sollicitude. Et voilà comment je viendrai à bout de son humeur acariâtre et rebelle. Si quelqu'un connaît un meilleur moyen d'apprivoiser une mégère, et qu'il le dise, c'est une bonne œuvre à faire. Comment se porte ma Catherine? Aussi mal que possible. Maintenant, mon amour, ma douce comme le miel, nous allons nous rendre chez votre père pour y festoyer,
aussi fastueusement que les gens les plus riches, avec bagues en or, écharpe de soie, coiffe et parure de rechange. Regarde, regarde, le tailleur attend ton bon plaisir pour venir te parer de ces trésors profondants. Voici la coiffe que votre honneur a commandée. Et qu'est-ce ceci? Enfin, on l'a taillé sur une écuelle. C'est un pot de velours obscène et répugnant. Je n'en veux pas qu'on m'en donne une plus grande. Je n'en veux pas de plus grande, celle-ci est à la mode. En ça, monsieur, il me semble que j'ai le droit de parler. Et je parlerai. Je veux cette coiffe, je l'aurai et je n'en aurai point d'autre. Ah oui, bien sûr, oui, ta robe, absolument. Montrez-nous la robe, tailleur. Miséricorde. Enfin, est-ce pour un carnaval? Et ça, une manche découpée de haut en bas ou une taille en une tarte aux pommes? Ah, je n'en veux pas. Vous m'avez dit de la faire très bien, selon le goût du jour et à la mode du temps. Enfin, je vous l'ai dit, parbleu, mais je ne vous ai pas dit de l'abîmer selon le goût du jour. Ah, je n'en veux pas, reprenez-la. Ma foi, je crois qu'elle pourrait bien avoir ni coiffe, ni robe. Je n'ai jamais vu robe mieux coupée, plus réussie que cette robe. Mais voulez-vous faire de moi une marionnette? Oui, c'est ça, hein. Vous voulez faire d'elle une marionnette? Mon maître a exécuté fidèlement les instructions données par Grumio. Moi, je n'ai pas donné d'instructions, j'ai donné de l'étoffe. Mais comment avez-vous demandé qu'on la fasse? Mais parbleu, avec du fil et une aiguille. Bon, ça suffit, cette robe n'est pas pour moi. Vous avez raison, monsieur, elle est pour ma maîtresse. Grumio? Tu iras voir le tailleur et tu lui diras qu'il sera payé. Ah, quand même. Bon, reprenez cette robe, je n'en veux pas. Allez, partez avec ça, dégagez. Maintenant, Makato, nous allons nous rendre chez votre père dans ses simples et honnêtes atours. Notre bourse sera superbe et pauvres nos habits. Mais après tout, c'est l'esprit qui fait la richesse du corps. Allez, nous partons sur l'heure. Nous partons gaiement, regardons. Voyons, il est environ 7 heures. C'est parfait, nous serons à l'heure pour déjeuner. Monsieur, j'ose vous le dire, il est presque 2 heures. Ce sera le moment de souper avant que nous y soyons. Ah non, moi je ne me mets en scène que s'il est 7 heures. Enfin, vous voyez, quoi que je dise, quoi que je fasse, vous êtes toujours à me contrecarrer. Eh bien, nous ne voyagerons pas aujourd'hui. Et lorsque je me déciderai, il sera l'heure que je voudrais qu'il soit. Voilà que celui rond prétend régenter le soleil. Que Katharina et son très distingué mari vont arriver chez Battista ce soir. Pauvre Katharina, elle fait pitié. Oh, mais tu as la mémoire bien courte. Je te rappelle qu'elle était odieuse avec toutes les personnes qui avaient le malheur de la rencontrer. Juste retour des choses, je n'ai pas envie de la plaindre. En tout cas, je peux vous dire que si l'aînée ne s'amuse guère, la cadette s'en donne à cœur joie. La douce et belle Bianca. La douce et légère Bianca. La très très légère Bianca. Comme la plume au vent, elle passe des bras de l'un au bras de l'autre. Elle baise l'un, elle caresse l'autre. Oh, vous exagérez. Elle vient d'épouser son amoureux transi. Oh, ben lequel? Le riche Hortensio. Eh bien, il va lui falloir une tête très 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 solide à l'époux. Pourquoi? Ben pour porter ses cornes. En route, parbleu. Oh, Seigneur de bonté, de quel vif éclat brille la lune. La lune? Mais c'est le soleil. Il n'y a pas de clair de lune à cette heure-ci. Je dis que c'est la lune qui brille de ce vif éclat. Et je sais que c'est le soleil qui brille de ce vif éclat. Par le fils de ma mère qui n'est autre que moi, ce sera la lune, un astre, tout ce que je voudrais que cela soit avant que nous repartions chez votre père. Vous voyez, on ne fait que de me contredire. Dis
connu, madame, sans quoi nous ne repartirons jamais. Oh, pour ce vent de grâce, que ce soit le soleil, la lune ou ce qui vous plaira. Je dis que c'est la lune qui brille de ce vif éclat. Oh, je sais que c'est la lune qui brille de ce vif éclat. Tu as menti, c'est le soleil béni. Alors, béni soit le soleil. C'est le soleil béni. Mais ce n'est plus le soleil quand vous dites que ce n'est plus lui. Quel que soit le nom que vous lui donnerez, ce nom sera le mien. Repartons, monsieur. Vous voici le vainqueur du champ de bataille. Mais qui voilà? Bonjour, belle jeune fille. Katharina, dis-moi franchement, vis-tu jamais jeune fille aussi fraîche? Oh, donne-lui un baiser pour sa beauté. Mais il va rendre cet homme fou à vouloir en faire une femme. Oh, jeune fille en fleurs, fraîche et suave, où est ta demeure? Heureux sont les parents d'une aussi ravissante enfant. Enfin, tu n'es pas folle, j'espère. C'est un vieillard fané, ridé et desséché. Pas une fraîche jeune fille, ainsi que tu le dis. Oh, pardonnez, digne vieillard, à mes yeux abusés, le soleil les a si fort éblouis que tout ce qu'ils voient leur paraît jeune. Oh, excusez ma folle méprise. Oui, pardonnez-nous, bon vieillard. Nous repartons. Enfin, nous voilà arrivés. Mais avant tout, Cato, un baiser. Un baiser? Quoi? Au milieu de la rue devant tout le monde? Rougirais-tu de moi? Oh non, oh non. C'est de donner un baiser devant tout le monde qui me fait rougir. Et dans ce cas, nous repartons. Allez, non, viens, non, nous non, partons. non, je vais vous donner un baiser. Non, restons, je vous en prie. Messieurs, prenez place, je vous prie, car nous allons maintenant discuter. C'est pas nous qui vous avons fait ces choses merveilleuses, Signor Petruccio. Padoue n'offre rien qui ne soit délicieux. Je voudrais pour nous deux que cette parole fût vraie. Oh, sur ma vie, Lucentio, c'est la peur de ta veuve qui te fait parler ainsi. Alors moi, si j'ai peur qu'on ne me croie jamais plus. Non, alors bon, vous ne manquez pas de bon sens, mais vous manquez mon sens. Je voulais dire que Lucentio a peur de vous. Quand la tête vous tourne, on croit que c'est la terre. Oh, joliment tourné. Madame, qu'entendez-vous par là? Ce que Petruccio me fait concevoir. Je la fais concevoir. Qu'en pense Lucentio? Ma femme dit qu'elle conçoit ainsi le dicton. Ah, joliment tourné. Faites-lui un baiser, bonne veuve, pour sa peine. Quand la tête vous tourne, on croit que c'est la terre. Je vous en prie, madame, expliquez-moi ce que vous voulez dire. Votre mari, affligé d'une mégère, mesure à son malheur le tourment de mon mari. Alors, c'est une pensée bien basse, madame. Oui, puisqu'elle savait jusqu'à vous. Oh! Disons-le sérieusement, Petruccio. Je crois que c'est toi qui es la pire mégère de toutes. Ah non, alors moi je crois que non.
Et pour vous en faire la preuve, je propose que chacun d'entre nous envoie chercher sa femme. Et celui dont l'épouse reviendra la première en se montrant la plus docile gagnera le pari que nous avons proposé. Marché conclu. Quel sera l'enjeu? 20 couronnes. 20 couronnes. Enfin, 20 couronnes, c'est ce que je miserais sur mon chien ou mon faucon. Dans ce cas, disons 100 couronnes. Accepté. Marché conclu. Et qui commence? Moi, Grumio, va dire à mon épouse de venir. Mon gendre, je suis de moitié avec vous. Bianca viendra. Ah non, non, pas de moitié pour moi, je tiens le pari seul. Gromio, quelle nouvelle? Monsieur, madame m'envoie vous dire qu'elle est occupée et qu'elle ne peut venir. Elle est occupée. Oui. C'est une réponse. Oui, et une réponse aimable. Priez Dieu, monsieur, que la vôtre ne vous en fasse pas de pire. Gromio, mon gaillard, va prier ma femme de venir me rejoindre tout de suite. Oh bien, si tu l'as pris, elle viendra certainement. Oh, quoi que vous fassiez, monsieur, je crains que la vôtre résiste à vos prières. Gromio, ben, où est ma femme? Elle m'a dit que vous êtes certainement en train de lui jouer une bonne plaisanterie et qu'elle ne viendra pas. Si vous voulez la voir, vous pouvez aller la retrouver. De pire en pire, elle refuse de venir. Intolérable, insupportable. Bon Dieu, tu vas vers ta maîtresse et tu vas lui dire que je lui ordonne de venir me voir. Allez, dépêche-toi, Marie. Ah ben, je connais déjà la réponse. Et ça sera... Ah ben, qu'elle refuse, voyons. Eh bien, soit, nous en resterons là. Oh, par tous les saints, voici venir Katharina. Monsieur, pourquoi m'envoyez-vous chercher? Où sont donc votre sœur et l'épouse de Lucentio? Assise au coin du feu, à bavarder. Soit, alors, vous allez les chercher. Et si elles refusent de venir, vous les ramenez à coups de fouet auprès de leur mariage et dépêchez-vous, plus vite que ça. Alors là, vraiment, pour un miracle, celui-ci en est un. En effet, je me demande bien ce que cela présage. Mais enfin, cela présage paix, amour, l'ordre respecté et la légitime autorité. Tout ce qui est paisible et vie paisible dans le couple, enfin. Bravo, Petruccio, tu as gagné le pari. Et je veux ajouter 20 milliers de couronnes à ce qu'ils ont perdu. C'est une troisième dot que je donne à une troisième fille, car elle a tant changé qu'on ne saurait la reconnaître. Non, attendez, je veux gagner le pari mieux encore, et vous faire la preuve de son obéissance et de sa vertu toute neuve. Regardez, regardez-la venir, ramenant vos femmes rebelles. Katharina, c'est à Futio que vous portez. Vous sied bien mal. Jetez-le par terre. Oui, jetez-le par terre plus vite. Voilà, comme ça. Seigneur, puissais-je n'avoir aucun sujet de larmes avant d'en être réduite à tant de niaiseries. Quelle absurde soumission! Oh, je voudrais bien, madame, que la vôtre soit tout aussi absurde. Comment? Ben, ma belle Bianca, tu m'as déjà coûté 100 couronnes depuis le début du souper. Oh, bon, Katharina, je t'enjoins de dire ou de lire à ces deux femmes les devoirs qu'elles doivent à leur mari et maître. Allons, vous vous moquez, nous ne voulons pas de leçons. Non, je ne me moque pas. Commencez par elle, d'ailleurs. Oh, dérit de ce front mauvais et menaçant. De ces yeux ne darde pas de regard méprisant pour blesser ton seigneur, ton roi, ton gouverneur. Cela souille ta beauté comme le gel mord les prés. Une femme irritée est comme l'eau troublée d'une source, fangeuse, opaque, répugnante et dénuée de toute beauté. Ton mari, ton seigneur, ta vie, ton gardien, celui qui prend soin de toi, ton chef, ton souverain, qui risque sa vie sur terre et sur mer pour ton entretien, alors que tu es chez toi bien aux choses saines et sauves, il n'attend de toi de ce tribut que ton amour, un visage avenant, une sincère obéissance, maigre paiement pour une si grande dette,
Cette soumission qu'un sujet doit à son prince, de même, une femme la doit à son mari. Les femmes sont stupides de vouloir la guerre, alors qu'elles devraient solliciter la paix à genoux. Pourquoi chercher à régner, dominer, diriger, alors qu'elles ont à servir, obéir et aimer? Abaissez votre orgueil, car il ne mène à rien, et mettez en signe d'obéissance les mains sous les pieds de vos maris. Mon amour. Ah, mais méfiez-vous! S'il y a des féministes ou des mythos dans la salle, elles vont casser les fauteuils! Mais sacrebleu, mais elles vont hurler! De rire, mon cher, de rire, parce que, vous y croyez-vous, à la totale soumission d'une harpie en servante esclave, vous y croyez-vous? Non, bien sûr que non. Même Shakespeare n'y croyait pas, il l'a dit. Il a dit, moi, si j'étais à la place de Petruccio, je me méfierais. Elle en fait trop, Katharina, elle en fait trop. Enfin, vous ne voyez pas que c'est une démonstration par l'absurde qu'on vient de nous faire? Ah ben ça, c'est trop fort. Oui, mais cette histoire, c'est vraiment celle des Capulet? Pas du tout. Je vous connais, avec vos esprits scolaires, cartésiens, vous allez, quel est le lien logique? Aucun lien logique, aucun rapport entre Roméo et Juliette et la mégère apprivoisée. Mais une démonstration magistrale. Shakespeare, c'est le tragique pur. C'est le comique le plus débridé. Shakespeare, il sait nous faire rêver, frissonner, pleurer, mais il sait aussi nous faire rigoler. Alors, Shakespeare or not Shakespeare? Shakespeare! Merci à... Ah non, pas j'ai vu une... j'ai un maître de musique là. Merci d'abord à nos sponsors, et encore une fois, parce que vous avez vu leur nom défiler sur l'écran tout à l'heure, et vous les avez trouvés aussi dans le programme et sur Facebook. Et ce sont eux qui nous soutiennent vraiment très efficacement pour nous permettre de donner ce spectacle. Encore une fois, merci à eux. Le merci traditionnel à la mairie qui nous laisse la salle pour travailler, non seulement pour répéter, mais aussi pour travailler, ce qui est certainement un très bon cadeau. Donc, merci à la mairie. Vous ne les avez pas vus, mais ils sont là. Jean-Luc aux lumières. Assisté de Hervé et Pierrot, mais Hervé, je crois.
Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu, parce qu'on a à la fois la musique et les paroles. Avec elle, Monique. Que vous n'avez vraiment pas vu, mais qui sont là tout le temps, et d'une telle efficacité. Et c'est tellement important pour nous. Sandrine Mibor, bien sûr. Monique Mac. Et le mari de Sandrine, Fabrice. Merci à vous. On garde le meilleur pour la fin. Merci à vous, le public. Je le disais déjà, mais je dois le redire chaque fois, parce que c'est tellement important. Vous le savez, parce que vous êtes comme nous, assaillis d'images sans arrêt, de grandes, de belles images, de puissantes images. Et il nous faut beaucoup, beaucoup de courage et de volonté, nous, théâtre vivant, sans images, simplement avec nos voix, nos corps, pour lutter contre cette force extraordinaire. Et je crois que si on veut garder ce spectacle vivant, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, le spectacle vivant, ça veut dire beaucoup. Là, il se passe quelque chose entre vous et nous, tous les soirs. Je le rappelais hier, c'est quelque chose de magnifique que l'on ressent très fort. J'espère que vous le ressentez vous aussi. Vous êtes le 4e acteur du théâtre. Le metteur en scène, les acteurs, l'auteur, mais le public aussi. Et sans vous, nous ne sommes rien. C'est vous qui nous renvoyez tout et qui nous rendez tout. Et c'est vrai que vous nous donnez des appréciations, des avis, vous dites, ils ont été bons les acteurs ce soir. Ou ils n'ont pas été très bons, hein, c'est moins bien que d'habitude. Mais nous, quand on retourne là, on dit, ils ont été bons ce soir. Ça veut dire qu'on est toujours ensemble. Je crois qu'on arrive à sauver ce qui reste d'humanité et de vie. Alors, tant que vous êtes là, tant que vous êtes avec nous, le théâtre vivant vivra. Merci, restez avec nous.